Nous vous remercions donc, pour votre présence et votre participation à cette conférence débat qui est organisée par la Bibliothèque universitaire dans le cadre de la Fête de la Science et des célébrations du bicentenaire de Claude Bernard. Et je remercie donc nos conférenciers qui ont accepté donc, de participer à cette conférence débat, Laurent Loison et Jérôme Goffet. Mais je passe la parole à Jean-François Jal, qui sera le modérateur de cette conférence débat et qui vous en dira plus. Merci Liliane. Bonjour. Alors merci d'être présent parmi nous là aujourd'hui, puisque c'est le premier débat du campus de l'année universitaire 2013-2014, qui est naturellement dédié à Claude Bernard, à tout seigneur, tout honneur, notre université, qui célèbre donc le bicentenaire de sa naissance. Alors, entre autres manifestations, il y aura bientôt le 10 octobre, non, le 10 octobre c'est aujourd'hui, donc la conférence débat. Le 12 novembre, une très bonne conférence sur Auguste Chauveau et Étienne Jules Marais, présentée, je crois, par le professeur Wavin, c'est ça. Et ensuite, le 19 novembre, présentée par Madame Odile Guyenne Schendorf, sur les poisons. Et les deux se tiendront, la première à la médiathèque Paul Zech, sur Rockefeller, et la deuxième se tiendra à la salle des thèses, sur le site Rockefeller toujours. Donc je vous engage à y aller, ce sont des conférenciers qui sont renommés, qui vont nous présenter Claude Bernard et différents aspects de Claude Bernard. Donc aujourd'hui, on va s'attacher dans ces débats du campus, avec trois conférenciers, à avoir une vision de Claude Bernard, avec Jérôme Goffet, qui est donc enseignant-chercheur en philosophie de la médecine chez nous, à Lyon 1, et qui nous parlera du milieu intérieur. Laurent Loison, qui lui est donc qui fait un post-doctorat ou un post-doc, donc à Strasbourg, et qui lui va nous parler plutôt du concept de forme et de substance. Et puis on terminera par le professeur René Mornex, qui est professeur honoraire de l'université Claude Bernard, qui a été le premier doyen, on va encore employer doyen, de la faculté de médecine, Alexis Laennec, voilà, donc qui a été directeur finalement de l'UFR Laennec, et qui a été vice-président de notre université. Voilà, donc je vous propose d'écouter les trois conférences en suivant, donc chacun va parler 20 minutes, et le professeur Mornex, au fait, va nous parler de la création de la médecine clinique par Laennec, par Claude Bernard. Donc voilà, donc je vous propose donc de les écouter, chacun va parler 20 minutes, et après, je souhaite que vous puissiez poser des questions. Merci. Jérôme, si tu veux bien. Bien. Donc je voudrais vous parler, pendant ces 20 minutes, vous donner un petit bout du cheminement dans l'esprit de Claude Bernard, de l'idée de milieu intérieur et du concept de milieu intérieur, qui va être érigé à la fin de sa carrière, à partir de 1865-67, comme la base, la clé de voûte de tout ce qu'il va raconter dans l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, etc. Je souligne un peu fortement pour une vision tactique, mais c'est ce qu'il exprime quand même lui-même, presque aussi directement que ça. Alors, pour Bernard, on connaît son ambition de fonder une physiologie, c'est-à-dire une science de la vie, et non plus une science des organismes morts. Et donc, il va essayer de travailler à un changement de vision, passer d'une vision physiologique, passer à une vision physiologique et non plus à une vision anatomique, par exemple. Bien sûr, il n'est pas le seul à travailler dans ce sens-là, et il y a tout un contexte scientifique sur lequel je n'aurai pas le temps de revenir ici. Mais il a lu au cours de sa carrière les travaux de Virchow, etc. Il y a tout un milieu scientifique, des échanges scientifiques européens qui sont en arrière-plan. Pour ma part, là, sur ce que je vais vous raconter, j'ai essentiellement puisé dans l'ouvrage de Mirko Grmek, Le legs de Claude Bernard, Mirko Grmek ayant eu accès à toute la documentation, les cahiers de laboratoire, etc. Vraiment une mine pour, entre autres, ce chapitre milieu intérieur.
Mirko Geremek nous dit peut-être que la première apparition de la proto-idée de milieu intérieur a lieu en 1851, quand il parle du système sanguin comme harmonisateur et distributeur. Mais c'est surtout à partir de 1854 que ça cristallise. Vous voyez, Claude Bernard, il rumine ses idées, il y revient, etc. Et puis, progressivement, ça décante, ça cristallise, ça se transforme. Alors voici ce qu'il dit en 1854 dans une de ses premières leçons au Collège de France. Et là, il parle de la question de la nutrition des cellules. Je vous lis son texte, parce que c'est une prose intéressante, et elle est assez vivante, et je pense qu'à l'oral, on peut la saisir aussi assez facilement. Si l'on suppose une molécule organique vivante, c'est-à-dire une cellule, on dirait aujourd'hui, si on suppose une molécule organique vivante isolée, accessible aux matières alimentaires qui doivent être prises par elle pour l'entretien de ses fonctions, on comprend que cette molécule puisse vivre dans ce milieu. Mais si l'on arrive à l'individu, où existe un grand nombre de molécules, il est impossible qu'elles soient toutes en rapport avec l'extérieur. Il faut donc, pour qu'elles soient en rapport avec le milieu, un artifice. Et cet artifice, c'est la circulation. Le sang est le milieu. Donc le sang doit être considéré comme un milieu contenant toutes les substances nécessaires à l'entretien de la vie et les mettant en contact avec tous les éléments vivants. Vous voyez comment le sang devient un milieu, alors qu'à l'époque, le concept de milieu, c'est forcément le milieu environnement, le milieu ambiant, donc de l'extérieur. Là, on voit déjà que son regard a transité, s'est transformé. Il se met à adopter un regard intérieur. Le milieu devient donc un milieu intérieur. Mais le mot n'est pas prononcé à ce moment-là, et puis ça reste l'idée, on est juste aux prémices. Donc l'idée d'un milieu sanguin protecteur se complète très vite, dans les années 54-55, d'un autre aspect. Il nous dit les cellules, non seulement sont protégées par ce milieu, qui est régulé, d'où le concept d'homéostasie, même si le terme n'est pas chez Bernard, il a le concept, il n'est pas le seul d'ailleurs à l'époque. Donc les cellules sont protégées, mais en plus, elles sécrètent ce milieu. Et il va, en 54-55, lancer cette idée de sécrétion interne. Oui, un milieu qui est à la fois protecteur, nourricieux et qu'on sécrète. Les deux facettes d'une sorte de régulation dans les deux sens qui sont ici mises en place. Je signale qu'en 55, 56, 57 ont lieu toute une série d'expériences très frappantes, très marquantes dans la carrière de Claude Bernard, l'expérience du foie lavé, l'isolement du glycogène, la découverte de l'action des curares, tous ces travaux sur la digestion des matières grasses par le sucre pancréatique. Donc en même temps qu'il fait ces découvertes-là, il travaille comme ça à cette idée de milieu régulateur, distributeur, etc., de milieu intermédiaire. Et il a bien l'idée qu'il est un défricheur, c'est-à-dire de ce milieu. En 1857, dans ses leçons du Collège de France, il dit « Je suis le premier qui ait étudié l'intermédiaire ». Voilà. En 1857 aussi, il écrit dans une espèce de feuille de brouillon où il jette ses idées « Le sang est un milieu dans lequel l'animal sécrète des éléments divers et excrète aussi, de sorte que le sang est une sécrétion interne. » Développer cette idée, c'est du cahier de notes. Tous les tissus vivent dans des liquides. La sécheresse éteint la vie complètement ou passagèrement. Le sang est un milieu intérieur, et c'est peut-être la première occurrence de l'expression milieu intérieur chez Claude Bernard. Le sang est un milieu intérieur alcalin comme l'eau de mer. Toutes les expressions, tous les éléments, tout s'y trouve pêle-mêle. Tous les tissus organiques vivent dans l'eau. Tous les animaux sont aquatiques. Voilà. Transformation d'un regard aérien, comme le nôtre, où on voit
les entités, les organismes dans un milieu aérien, on a un regard qui est aquatique, puisque pour lui, en fait, toutes les cellules baignent. Voilà. Dès 1857, donc, il creuse cette idée, et il va même dire ceci, qui montre bien qu'il change, et qu'il a conscience de changer de perspective, et qu'il doit aller dans ce sens-là pour progresser. Dans un autre cahier de notes, il dit ceci. Il faudrait nous promener la canne à la main dans le sang et voir nos tissus aquatiques. Y a-t-il d'ailleurs des tissus aériens? Nous sommes comme les gens qui mesurent les conditions de l'air pour faire des expériences sur des poissons dans l'eau. Nos tissus ne reçoivent pas plus l'influence de l'air que les poissons. Ils meurent quand on les met à l'air. Si nous pouvions être un globule de sang, nous verrions que les propriétés de chaque tissu sont en rapport avec le milieu sanguin. Oui. En fait, il nous explique que pour vraiment travailler à la physiologie et avoir une science de la physiologie, ce n'est pas un regard aérien, ce n'est pas une étude aérienne du milieu extérieur qui peut nous renseigner, mais c'est une étude du milieu intérieur aquatique. Il dit pour l'instant, on s'est fourvoyé, on a fait fausse route, il faut qu'on change et qu'on se mette dans l'eau, dans le milieu aquatique des tissus. Changement donc de perspective. L'expression de ce changement de vision est là déjà depuis 1851, passer d'un regard extérieur du milieu extérieur à un regard intérieur du milieu intérieur, et en tirer toutes les implications méthodologiques et physiologiques. Il fait progressivement en ruminant autour de cette idée, et progressivement jusqu'à 1863 où dans son projet, première prémisse de l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, il dit, mais ça, c'est le milieu intérieur, c'est le pivot central. Voilà. Il y revient plus tard, par exemple, quand il dit rétrospectivement, dans une science du milieu intérieur, nous sommes dans l'organisme comme nous sommes dans le monde. Et cette science est la physico-chimie de l'être vivant. Voilà. Donc finalement, si on réfléchit à ce que produit Claude Bernard avec cette idée, cette théorie, ce paradigme du milieu intérieur, on peut dire qu'il impulse vraiment un changement de vision, qui se caractérise par différentes facettes d'ailleurs. Premièrement, il y a une miniaturisation du regard. Si nous pouvions nous placer à la taille d'un globule rouge. On retrouve ça dans d'autres révolutions scientifiques, mais là, c'est le globule rouge, il était un globule rouge. Voilà. Qu'est-ce que je verrais, qu'est-ce que je vivrais, et comment je pourrais me débrouiller dans la vie. Voilà. Donc, miniaturisation du regard qui atteint la taille du globule rouge, c'est-à-dire 7 microns. D'autre part, un déplacement du regard, où il s'agit de voir de l'intérieur. Donc, se mettre à la place du globule rouge. Troisièmement, c'est un regard qui a d'emblée conscience de l'emboîtement des perspectives. Parce que même s'il sait qu'à son époque, il va sans doute pouvoir développer un certain nombre de moyens méthodologiques de saisir ce qui se passe dans le milieu intérieur sanguin, lymphatique, etc., il sait qu'il y a à l'intérieur des cellules un autre milieu, donc qui est encore plus intérieur que le milieu intérieur dans lequel baignent les cellules. Donc il a parfaitement conscience qu'il y a une sorte d'emboîtement du milieu. Et il a aussi conscience que c'est cette série d'emboîtements qui fait que vous avez un aspect de régulation et de protection. Bon, regardez par exemple ce qu'on vit aujourd'hui, il fait froid dehors, mais en même temps nos cellules sont à l'abri de ce froid parce que nous avons une régulation thermique, sur laquelle il a travaillé d'ailleurs avec un certain nombre de découvertes. Voilà, nos cellules sont protégées. Plus vous avez des strates comme ça de filtres de régulation, grâce à ces milieux emboîtés, plus il y a de protection et donc plus aussi il peut y avoir un fonctionnement bien réglé optimal. Voilà. Donc emboîtement de perspective comme troisième caractéristique. Quatrième caractéristique, une vision physiologique, c'est-à-dire il veut saisir la vie
comme elle se fait, et pas une vision anatomique avec des cadavres. C'est pas en étudiant un cadavre qu'on peut étudier la physiologie. Donc il faut une vision vivante, avec une vision des échanges. En même temps, il n'est pas vitaliste. Il est au contraire dans la physico-chimie. Cinquième point, cette vision qui est très très dépaysant à l'époque, c'est une vision aquatique. À cette époque-là, 1850-60, il n'y a pas de vision aquatique ordinaire, diffusée, etc. Ça ne nous viendra d'ailleurs que dans les années 1960 avec Cousteau. Voilà. Donc il est extraordinairement dépaysant. Il dit, mais pensez ça comme un paysage marin, et pas un paysage marin comme les marins le vivent dans leur bateau, mais un paysage marin en scaphandre. On a très peu de choses là-dessus. À cette époque-là, l'image de ce paysage marin n'est pas diffusée. C'est un milieu sous les mers qui commencera les choses. On va en parler un petit peu. Puis, autre aspect, le sang comme milieu composite, on le savait déjà. Pour nous, le sang, c'est un liquide rouge, mais dès qu'on le regarde au microscope, la couleur disparaît. On voit au contraire un milieu composite avec des globules rouges, blancs, et puis ce sérum qui perd sa couleur en quelque sorte. Et enfin, dernière caractéristique que je voudrais souligner, c'est un milieu qui est produit par l'organisme. Ça, c'est assez surprenant d'être allé jusqu'à penser ça. Et en fait, c'est son idée initiale, avec l'idée de sécrétion interne. Voilà donc un changement de vision qui touche beaucoup de choses finalement, et qui nous transforme la démarche scientifique, et qui va ouvrir beaucoup de perspectives. Voilà. C'est une vision qui n'est pas intuitive. C'est une vision qui ne correspond pas du tout à la vision du vivant de la plupart des gens de son époque, même si il n'est pas tout seul et d'autres commençaient à avoir des changements de vision aussi, si on peut le dire comme ça. C'est pas du tout la vision des anatomistes, c'est pas du tout la vision des naturalistes. Les anatomistes qui observent des cadavres, les naturalistes qui sont plus en train de regarder des spécimens, etc., donc plutôt de l'extérieur. On est dans vraiment un changement de vision, un changement d'approche. Voilà. Et pour terminer, je voudrais juste envoyer une petite perspective en termes de diffusion de cette vision. Cette diffusion, elle mettra un certain temps auprès de ses collègues scientifiques à cheminer. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Déjà, l'expression milieu intérieur, c'est presque un oxymore, c'est presque une contradiction, donc elle n'est pas très simple à saisir. Elle se comprend par opposition à un milieu extérieur, qui est un pléonasme. Donc, c'est pas si simple que ça. Mais pour le grand public, je pense qu'il y a eu un événement qui a vraiment favorisé c'est l'adoption d'une vision bernardienne. C'est un film grand public, un blockbuster américain, comme on dirait aujourd'hui, qui est Le Voyage fantastique de Richard Fleischer, où vous avez toutes ces caractéristiques avec des procédés illustratifs donc, qui travestissent un petit peu la réalité, mais pour faire saisir une vision de l'intérieur. Vous savez, c'est ce film où on réduit à l'état millimétrique, puis après microscopique, toute une équipe pour aller intervenir avec une petite soucoupe plongeante au sein du corps d'un savant qui a des secrets, et puis aller détruire un caillot au cerveau. Et ils nous font circuler à travers tout le corps, système lymphatique, sanguin. On a des petites leçons sur l'oxygénation du sang dans les poumons, etc. Voilà. Donc, je crois que ce film-là qui a permis, qui a été vu, presque tout le monde connaît, qui a donné lieu à une série télévisée aux États-Unis aussi, je crois que c'est ce film-là qui a permis à la vision bernardienne de diffuser. Alors, bien sûr, toutes les visions coexistent. Il y a aussi tout un cinéma horrifique qui doit beaucoup à l'anatomie, je pense. Mais tout ça coexiste, et donc une vision qui finit par être aussi compréhensible par le grand public. Voilà donc quelque chose que j'avais envie d'impulser.
On diffusera d'ailleurs à Astrée le 22 novembre le film avec une discussion du film et puis les parallèles Claude Bernard et puis donc ce voyage fantastique. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie. Merci. Maintenant, Laurent Loison va nous parler donc du concept de forme et de substance. Je voudrais préciser donc que Laurent est post-doctorant à Strasbourg en histoire de la biologie, que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Merci. Oui, donc je vais vous parler du titre qui vient d'être énoncé, qui peut paraître un peu compliqué. En fait, l'idée, c'est de comprendre comment Claude Bernard en est arrivé à une restriction du domaine d'étude de la physiologie, pour quelles raisons, avec quelle réussite, avec quelles limites aussi, et finalement ensuite de voir dans quelle mesure cette restriction a pu durer après la carrière de Claude Bernard elle-même. Parce que évidemment, un des grands talents de certains scientifiques, c'est de savoir réduire leur domaine d'étude pour qu'il soit abordable d'un point de vue empirique et expérimental, et néanmoins pour qu'on puisse, à partir des résultats qu'ils obtiennent, généraliser un certain nombre de choses. Donc c'est toujours un petit peu délicat de savoir réduire suffisamment pour pouvoir faire quelque chose, tout en ne pas réduisant, tout en ne pas, pardon, et ne pas réduire trop en même temps pour que les résultats gardent une certaine signification. Voilà, alors on vient de vous parler du milieu intérieur, qui est évidemment le grand concept biologique formé par Claude Bernard, un petit peu l'équivalent pour Claude Bernard de ce que la sélection naturelle a été pour Darwin, si vous voulez. Et je vais commencer par aborder une autre facette de ce concept de milieu intérieur. Et en fait, une facette qui tient directement à la pratique expérimentale de Claude Bernard, alors sans pour autant empiéter sur la troisième communication. Au moment où Claude Bernard commence son travail, dans les années 1840, en fait, la spontanéité des êtres vivants, et notamment des animaux qui sont mis en expérience, pose problème. On n'arrive pas, dans le domaine des sciences de la vie, à avoir des systèmes qui fonctionnent de manière prévisible et aussi reproductible que dans les sciences de la matière. Et donc ça pose un problème par rapport à la question du déterminisme des phénomènes. Est-ce que le vivant n'échapperait pas au déterminisme des phénomènes tel qu'on peut le concevoir dans les sciences physiques et dans les sciences chimiques? Donc je rappelle simplement, le déterminisme, c'est que des causes identiques amènent à des effets identiques. Et la science moderne, pour fonctionner, a besoin d'un niveau minimum de déterminisme. Et donc le vivant, de ce point de vue-là, pose problème, tant c'est si bien que certains scientifiques proposent une vision vitaliste du monde vivant, c'est-à-dire que les êtres vivants seraient d'une certaine manière gouvernés par des forces vitales qui échapperaient, au moins en partie et au moins d'une certaine manière, aux lois de la physique et aux lois de la chimie. Et donc dans la première moitié du XIXe siècle, et déjà à la fin du XVIIIe siècle, il y avait un affrontement entre ces deux pôles opposés. D'un côté les tenants d'une force vitale et de l'autre les partisans d'une possible réduction des phénomènes du vivant à des phénomènes strictement chimiques. Le maître de Claude Bernard au Collège de France, François Magendie, lui-même était partisan de ce réductionnisme physico-chimique, et de manière extrêmement puissante. Et c'est pourquoi il a toute sa vie œuvré au développement de la méthode expérimentale dans les sciences du vivant, avant même Claude Bernard. Et donc Claude Bernard, évidemment, reçoit cet héritage, reçoit cet apprentissage, et va lui-même développer la méthode expérimentale dans les sciences du vivant. Et pour autant, il est bien conscient que l'application de cette méthode est plus compliquée dans les sciences du vivant que dans les sciences de la matière. Et donc le concept de milieu intérieur va aussi lui permettre, en plus de ce qui a été dit à l'instant, ça va aussi lui permettre de rendre compte de cette spontanéité des êtres vivants. Les êtres vivants peuvent paraître être spontanés, simplement parce qu'entre le milieu extérieur sur lequel agit l'expérimentateur et l'action finale qui est engendrée, il y a un tampon, comme cela vient d'être dit, le milieu intérieur, et que ce milieu intérieur peut venir fausser les actes expérimentaux. Et donc pour Claude Bernard, en fait, le milieu intérieur explique aussi l'apparente spontanéité du vivant. La méthode expérimentale doit s'appliquer à l'intérieur de l'organisme, d'abord sur le milieu intérieur lui-même, évidemment d'une manière idéale. Après, l'expérimentateur est lui-même contraint par des problèmes techniques qui changent en fonction des époques.
Donc voilà, il y a ce problème pour Claude Bernard, et le milieu intérieur est aussi là pour venir résoudre ce problème. Mais du coup, et ça a été très bien illustré juste auparavant, cette acceptation du milieu intérieur entraîne un changement dans la conception de l'être vivant. L'être vivant devient un organisme fluide, un organisme liquide, d'une certaine façon. Et donc, Claude Bernard, œuvrant pour développer cette manière de comprendre l'organisme, va d'abord s'intéresser aux fonctions de l'être vivant comme des fonctions issues d'une substance. Et Claude Bernard va réduire le domaine de la physiologie, le domaine d'étude des fonctions des êtres vivants, à une physiologie de la substance vivante. En fait, ce qui intéresse Claude Bernard, c'est la manière dont fonctionne cette substance vivante en tant qu'elle est un élément semi-fluide, voire parfois totalement liquide. Et c'est à ce niveau-là que le principe du déterminisme des phénomènes va permettre de nous apprendre comment fonctionne l'être vivant. Donc, l'acceptation du principe du déterminisme peut se faire en biologie à condition que l'on comprenne que les êtres vivants, en tout cas les animaux et en tout cas les mammifères, sont d'une certaine manière séparés de l'extérieur par un milieu intérieur essentiellement fluide, ce qui entraîne une certaine forme de liquéfaction de l'être vivant. Et donc, Claude Bernard s'intéresse au fonctionnement de cette substance liquide, semi-fluide, qu'on commence à appeler dans les années 1850 et 1860 le protoplasme, et qui donnera plus tard le concept de cytoplasme appliqué à l'échelle des cellules. Et donc toute la physiologie de Claude Bernard est construite sur cette idée qu'on peut arriver à déterminer le fonctionnement du protoplasme, le fonctionnement de la substance vivante, et lui-même va le montrer à l'aide de différents travaux qui vont aboutir à un nombre assez conséquent de découvertes. Évidemment, la plus retentissante est la découverte de la fonction glycogénique du foie. Claude Bernard montre que les animaux, à l'époque on pensait que seuls les végétaux étaient capables de produire du sucre, il montre que la substance vivante des animaux est la même, de ce point de vue-là, que la substance vivante des végétaux, puisqu'elle est capable de synthèse de matière sucrée. Donc voilà une découverte fondamentale qui enrichit cette perspective liquide et fluide de l'organisme, mais qui du coup, une découverte qui ne se fait que à l'échelle de la substance des êtres vivants. Et donc de manière concomitante évidemment avec cette liquéfaction de l'organisme, Claude Bernard va dévaluer tout ce qui est morphologie chez l'être vivant. Et il va distinguer extrêmement nettement la physiologie, science de la substance, de l'anatomie, science de la forme et des aspects morphologiques des êtres vivants. Et une des conséquences de ce dénigrement, c'est évidemment qu'il va refuter ce qu'on appelait à l'époque la déduction anatomique. On ne veut pas, à partir de l'étude de la forme d'une structure, connaître son fonctionnement. On ne peut pas en déduire son fonctionnement. Donc, tout à l'heure, on a parlé de science des animaux morts, c'est évidemment ça qu'il a en tête. La dissection post-mortem ne nous apprend rien sur le fonctionnement des structures. Il faut pour cela faire de la vivisection, étudier la substance vivante en tant qu'elle est vivante. Et donc, bien sûr, il va développer une technique extrêmement raffinée de la vivisection des êtres vivants. Donc, dénigrement de la forme, de tout ce qui est attribut morphologique chez les êtres vivants, aussi parce que finalement, et c'est évidemment très lié, tout ce qui est morphologique chez un être vivant apparaît sortir du domaine du déterminisme. Et là, Claude Bernard va être extrêmement clair. Ce que l'on peut comprendre de manière déterministe, c'est le fonctionnement de la substance vivante, mais la forme que peut affecter cette substance, en fait, elle n'est pas liée à un déterminisme physico-chimique que l'on peut mettre en expérience. La forme des êtres vivants, elle vient d'ailleurs, d'une certaine façon, elle vient de ce qu'il appelait la tradition organique, c'est-à-dire ce que nous, on appellera plus tard l'hérédité. Et pour Claude Bernard, le partage est extrêmement net et extrêmement clair. Le domaine des sciences de l'hérédité n'est pas un domaine expérimentable. La physiologie, science de l'expérimentation, doit se contenter de connaître le fonctionnement actuel de la substance vivante. Elle n'a finalement rien à dire sur la manière dont cette substance est en plus organisée dans une forme qui exclusivement provient de la tradition organique, de la succession des générations, succession sur laquelle l'expérimentateur n'a rien à dire. Une critique évidemment extrêmement puissante et qui aide aussi à comprendre pourquoi finalement le darwinisme et la génétique ont mis du temps à être accueillis positivement dans la science française.
Donc, séparation extrêmement nette de la substance et de la forme, qui entraîne une séparation totale entre les sciences physiologiques et les sciences morphologiques ou anatomiques. Et du coup, Claude Bernard laisse de côté les causes et les raisons du développement embryonnaire, de la construction de la forme. Il parlera de ce point de vue-là d'idées directrices qui engendrent la formation des structures au cours de l'ontogenèse, mais il n'abordera pas, bon, je simplifie un petit peu l'histoire, mais en tout cas il n'abordera pas directement lui-même, expérimentalement, les conditions de cette genèse. Alors, qu'est-ce qui reste de tout cela maintenant et qu'est-ce qu'il en a été après Claude Bernard? Alors évidemment, pour lui-même, ça a été une restriction extrêmement positive. La manière dont il a construit un domaine limité de la physiologie a été pour lui-même et ses proches collaborateurs extrêmement féconde et a permis énormément de découvertes, mais finalement assez vite il va être contredit par l'histoire. Claude Bernard décède en 1878 et les années 1880-1890 voient apparaître dans les sciences du vivant une nouvelle discipline, essentiellement d'abord dans le monde allemand, qui est une discipline expérimentale de compréhension des mécanismes du développement embryonnaire. Et donc en fait, on peut, sous certaines conditions et à l'aide de certaines procédures, comprendre de manière expérimentale comment fonctionne le développement embryonnaire chez les êtres vivants. Et de ce point de vue-là, il est évident qu'un certain retard est dû à l'enseignement de Claude Bernard et à la séparation étanche qu'il pointait entre la forme et la substance. Mais bien sûr, la grande science de la tradition organique sera au XXe siècle la génétique, qui va d'abord en fait se développer de manière complètement opposée au précepte de Claude Bernard, opposée mais en même temps en reprenant sa distinction. C'est-à-dire que la génétique au départ, pour le premier tiers du XXe siècle, est une science purement formelle et anatomique. On ne se soucie pas de la manière dont fonctionnent les caractères dont on décrit la distribution au cours des générations. En fait, on repère simplement que cette distribution suit des lois, que l'on appellera rétrospectivement les lois de Mendel. Et d'une certaine façon, les deux sciences, la physiologie, science du fonctionnement, et la génétique, morphologie ou anatomie, science des structures et de leur hérédité, ne se rencontreront à nouveau qu'après la Deuxième Guerre mondiale, au moment où naît la biologie moléculaire. Et à ce moment-là, non seulement on essaie de comprendre comment les allèles se distribuent au cours des générations, mais en plus, grâce à la connaissance de l'ADN, on essaie de comprendre comment un gène peut fonctionner dans l'économie d'une cellule, peut fonctionner à l'intérieur d'un être vivant, pour avoir les effets physiologiques qu'il est censé avoir. Donc la rencontre entre ces deux lignes de recherche s'opérera à nouveau de manière féconde, parce qu'il y a eu des tentatives avant qui ont avorté, mais elle s'opérera de manière féconde à partir des années 60, et notamment, évidemment, quelque chose qui est très connu en France, avec les travaux de François Jacob, qui est décédé il y a quelques mois, André Lvoff et Jacques Monod. Un dernier point pour ce qui est de l'héritage de Claude Bernard. J'ai parlé tout à l'heure d'idées directrices qui, chez Claude Bernard, étaient censées finalement être la cause métaphysique de l'ontogenèse, du développement embryonnaire. Dans les années 60, justement, arrive l'idée de programme génétique du développement. En fait, l'idée qu'il existe une succession déterminée de séquences qui construisent l'organisme au cours du développement embryonnaire. Et en fait, il est parfois fait état de l'idée que l'idée directrice de Claude Bernard serait une sorte d'anticipation ou de précursion de l'idée moderne, enfin plus moderne et plus récente, de programme génétique du développement. En fait, là, c'est un raccourci historique certainement beaucoup trop puissant, puisque bien sûr, pour pouvoir penser l'idée de programme génétique, il faut adhérer à l'idée de gène, et donc il faut avoir une conception de la forme, une conception de l'hérédité qui n'était pas pensable, bien sûr, du temps de Claude Bernard, d'autant moins pensable qu'il avait lui-même défini une distinction radicale entre la forme et la substance. Voilà un petit peu, si vous voulez, la manière dont je voulais rappeler cette distinction qui, chez Claude Bernard, est fondamentale, extrêmement compliquée, sur laquelle il a été certainement beaucoup moins dogmatique que ma présentation ne le laisse penser, bien sûr, puisque notamment dans son dernier ouvrage, publié quelques temps après sa mort,
les leçons sur les phénomènes communs de la vie aux animaux et aux végétaux, il va revenir sur cette distinction et montrer qu'elle n'est peut-être pas aussi fondamentale et peut-être pas aussi étanche que lui-même l'avait posé durant l'essentiel de sa carrière. Merci beaucoup, Laurent. Donc, bien, professeur Mornex, vous allez nous parler de Claude Bernard, père de la recherche clinique. Et comme vous parlez toujours debout, je vous passe le micro pour parler. Merci beaucoup. Oui, je vais parler en médecin de Claude Bernard et vous dire que dans la vie de Claude Bernard et dans l'œuvre de Claude Bernard, à mes yeux, il y a 3 volets. On en a déjà parlé de reprises. Ces 3 volets, c'était d'abord un découvreur du mécanisme d'action des organes. C'est un physiologiste. Et là, en l'espace de 20 ans, au Collège de France, il a probablement accumulé plus de découvertes physiologiques qu'il n'y en avait eu dans les 100 ans qui précédaient. Alors, je ne vais pas les reprendre. La fonction glycogénique du foie, le milieu intérieur, les rôles des nerfs vasomoteurs, le mécanisme d'action des poisons, qui n'a d'intérêt non pas pour savoir comment fonctionne un poison, mais de considérer le poison comme un outil de dissection des mécanismes physiologiques. Je passe sur les détails. Le deuxième volet, c'est que c'était un théoricien, un créateur de concepts. En effet, nos 2 orateurs ont bien marqué la place de Claude Bernard à un moment où l'action en physiologie des organismes vivants, que ce soit animaux ou humains, était dominée par le vitalisme. Le vitalisme, ça voulait dire ce que ça voulait dire, c'est le génie vital. Alors, il a adopté, lui, une théorie proche du déterminisme, c'est-à-dire comme les lois physiques, l'organisme obéit à des lois et une action doit donner une réaction à condition que l'expérience soit bien faite. Et alors, ce concept, il l'a mis en musique. Il l'a écrit et ça a été le travail fondamental de l'introduction à la médecine expérimentale. Et là, il faut comprendre que cet ouvrage, en 1864, a été une révolution, au point que beaucoup d'auteurs ont dit que c'est la chose la plus importante qui soit arrivée depuis Descartes, dans les conceptions des mécanismes intellectuels qui conduisent à une découverte. Et dans ce livre, dans cet ouvrage, Claude Bernard apporte des règles pour réaliser une expérience. Car pour lui, seuls les faits comptent. Les hypothèses, les théories doivent s'effacer devant la réalité des observations que l'on fait. Une expérience s'est faite pour désarçonner un système et de voir comment cette action dévastatrice, si je puis dire, donne des réactions. Et on est maître de cette action, la température, on la met à 10, on la met à 20, 30 degrés, et les résultats ne sont pas les mêmes. Et on peut à ce moment-là déduire un certain nombre de lois de ces résultats différents. Alors avant lui, il y avait eu beaucoup d'expérimentateurs en biologie. Pas énormément d'ailleurs. Mais le plus riche était son maître Magendie, qui était professeur au Collège de France avant lui. Et c'est lui qui a fabriqué Claude Bernard. Car en 1844, Claude Bernard était à la dérive. Il venait d'échouer à l'agrégation de médecine. Il pensait rentrer dans son village pour faire de la médecine praticienne. Et puis, ses amis l'ont dit, et notamment Magendie, qui était à ce moment-là professeur à l'Hôtel-Dieu, service dans lequel était Claude Bernard, et qui avait admiré la dextérité de Claude Bernard. Car quand vous regardez la toile qui est en bas
Vous voyez Claude Bernard en train d'opérer. Vous voyez le lapin qui est sur la table. Pour que ce lapin ne se jette pas sur les spectateurs, il fallait que la démarche de dissection ait été absolument parfaite, que l'hémostase ait été parfaite, et seul un opérateur de qualité pouvait réussir. Donc moi j'ai dit, je l'avais vu un jour dans son service, il dit, dites-moi, vous me paraissez bien habile, vous viendriez pas au Collège de France pour me servir de préparateur. Claude Bernard y est allé, et 20 ans après, il avait accumulé une masse de connaissances de physiologie. Mais ce qui était plus important, c'est les 10 années qui ont suivi, dans lesquelles il a bâti cette Bible de la recherche expérimentale, qui est l'introduction à la recherche expérimentale, évidemment. Donc voici les 2 premiers volets de l'œuvre de Claude Bernard. Le 3e volet, c'est celui dont je vais vous parler, c'est le volet médical. Alors, soyons bien précis, Claude Bernard était docteur en médecine, était interne des hôpitaux de Paris, ce qui est normal, bien qu'il ait été reçu dans les derniers de sa promotion. Mais par la suite, Claude Bernard ne fut plus médecin. Il n'a jamais soigné de gens, Dieu merci, mais il avait quand même gardé l'esprit de l'observation de la pathologie. Et il a considéré que la recherche en médecine était au départ de la médecine. Et alors je vais vous lire 2 phrases qui pour moi sont fondamentales et que je faisais afficher sur les murs de mon laboratoire. La médecine ne finit pas à l'hôpital comme on le croit souvent, mais elle ne fait qu'y commencer. C'est le laboratoire qui est le sanctuaire médical. On le voit, la médecine expérimentale n'exclut pas la clinique d'observation, au contraire, mais elle ne vient qu'après elle. Le médecin qui est jaloux de mériter ce nom dans le sens scientifique doit, en sortant de l'hôpital, aller dans son laboratoire, et c'est là qu'il cherchera, avec des expériences sur les animaux, à se rendre compte de ce qu'il a observé chez ses malades. C'est la règle fondamentale de la recherche médicale. Et cette règle n'existait pas avant lui. Il y avait d'un côté les cliniciens, les médecins, les grands professeurs, Charcot et d'autres, qui théorisaient autour de l'observation de leurs malades. Il y avait les grands chirurgiens, mais qui, eux, ne théorisaient pas, mais qui opéraient, qui avaient des idées, des projets, et qui opéraient, et c'est dans le fond la correction successive de leurs déboires qui faisait qu'ils aboutissaient à un résultat. À partir de Claude Bernard, l'esprit a été de faire que le médecin doit s'associer au chercheur. Et la chose s'est traduite en France de manière assez spectaculaire, avec la création non pas du CNRS, qui n'est venu que secondairement à l'aspect biologique et médical, mais avec la création de ce qui s'appelait au départ Institut d'hygiène, national d'hygiène, et secondairement INSERM, Institut national de recherche médicale. Dans ces institutions, le rôle du médecin médecinant, si je puis dire, du médecin qui soignait, était important parce qu'il avait à côté de lui des gens plus précis dans les techniques, que ce soit des techniques de chimie, de physique et autres, qui s'associaient avec lui et les deux faisaient la paire, pour simplifier les termes, pour faire avancer les problèmes. C'est donc ça la chance de la médecine française, mais cette chance, malheureusement, elle a été décalée dans le temps. Car les premiers admirateurs de Claude Bernard ont été les Américains des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont conçu cela et ils ont construit des instituts dans lesquels se mélangeait la recherche, la médecine
et d'autre part les laboratoires de recherche. Il y a à cet égard un exemple fantastique qui est à Bethesda, le NIH, dont sortent beaucoup de prix Nobel régulièrement. Et dans cet établissement, dans ce bâtiment, il y a un étage de malade, un étage laboratoire, un étage malade, un étage laboratoire. Et comme ça, les idées glissent de l'un à l'autre. Et comme ça, les choses se réalisent. Alors, le gros reproche, ou tout au moins, toutes les fois que je dis cela, on me reproche de dire, mais et lui, Claude Bernard, pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que d'abord, on était en 1870, et c'était pas du tout la mode. Je pense que proposer à un directeur d'hôpital de faire de l'expérimentation animale, ça aurait paru décousu. Il a fallu, pour voir les premiers essais de ce genre, je pense qu'à Lyon, Raphaël Lépine, qui était professeur de médecine à l'Hôtel-Dieu, a bénéficié d'un laboratoire. Je pense aussi que dans les mêmes années, Jaboulet, qui était professeur de chirurgie, a bénéficié d'un laboratoire, avec dans ce laboratoire, et excusez de peu, Alexis Carrel, qui a inventé la suture des artères et qui a été le créateur de la transplantation des organes. Donc, mais c'était en 1905-10, et Alexis Carrel et Claude Bernard, c'était 30 ans. Donc il y avait à ce moment-là une fermeture administrative, il y avait une fermeture intellectuelle, et hélas, cette fermeture intellectuelle, elle s'est poursuivie en France jusque dans les années 60, et peut-être même un peu plus, et c'est dans le fond le temps plein, la réforme qui a été édictée par Debré en 1958, qui a fait en sorte qu'il y avait un échange beaucoup plus concret entre les deux groupes d'individus, les scientifiques fondamentaux et les scientifiques médicaux. Alors, cela est effectivement tout à fait explicable, et je crois qu'il faut d'autant plus rendre hommage aux rares individus qui, avant 1900, ont appliqué les principes édictés par Claude Bernard, et le plus important, je crois, c'est Paul Bert. Et vous verrez tout en bas, il y a des documents sur Paul Bert, car Paul Bert était préparateur de Claude Bernard au Collège de France, et il avait travaillé sur l'oxygénation des globules rouges, la respiration cellulaire, etc. Et il avait réfléchi au rôle des pressions sur ces mécanismes physico-chimiques, et il avait établi la règle qui est maintenant appliquée dans tous les accidents de décompression, et ceci était déjà déposé, précisé avant la fin du siècle. Malheureusement, si je puis dire, M. Bert, qui n'aimait pas la physiologie, est devenu préfet, n'est-ce pas? Et je crois que c'est un bon préfet. Il y a eu des choses importantes. Et tout ceci a été les conséquences de la guerre de 70, la disparition de l'Empire et le début de la République. Ce n'est pas un discours anti-républicain, bien loin de là. Oui, l'autre individu qui peut se flatter est un continuateur de Claude Bernard, bien qu'il ne le connaissait pas, et que probablement, je ne suis pas sûr qu'il ait jamais lu l'introduction. Il s'appelait Léopold Ollier. Et vous connaissez, les Lyonnais connaissent la référence à Ollier, qui était chirurgien à l'Hôtel-Dieu et qui s'occupait d'os. C'est un chirurgien qu'on appellera plus tard orthopédique. Et Ollier s'était intéressé aux lésions des os et était très traumatisé à l'idée d'être obligé de temps en temps d'amputer les malades,
notamment pendant la chirurgie de guerre. Et il a fait un travail expérimental considérable sur les lapins en particulier, en montrant que ce qui faisait la croissance des os, ce n'était pas le tissu osseux, c'était le tissu qui entoure l'os, qui s'appelle le périoste. Et il a inventé de couper, de réséquer les membres, de couper les os, en gardant le périoste, et de voir qu'après ces opérations, l'os, un semblant d'os, ce n'était pas un os de la compétition internationale, mais un semblant d'os se reconstituait. Et vous avez au musée d'anatomie de la faculté Rockefeller une épaule qui a été disséquée 20 ans après l'opération, où il y a eu une reconstitution. Donc vous voyez les choses comme elles évoluent, et je crois que l'on peut remercier, donner un grand coup de chapeau à Claude Bernard, qui, comme le disait le proverbe chinois, il ne s'agit pas de donner un poisson à un type qui a faim, il faut lui apprendre à pêcher. Il nous a appris à consolider. Merci. Merci beaucoup pour ces trois présentations qui se complètent assez bien, toutes les trois. Et donc maintenant, eh bien, c'est à vous de jouer, c'est à vous de parler. Alors, pour parler, vous attendrez d'avoir le micro, puisque nous sommes enregistrés, et qu'il est donc nécessaire que vous parliez dans le micro. C'est-à-dire que les conversations indépendantes ne seront pas prises en charge. Est-ce que vous avez des questions à poser? Bien. Comme d'habitude, bien sûr. Si. Ah, merveilleux, merci. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Non, parce que si tu veux, c'est toujours la difficulté, c'est la première question à poser. C'est une question un peu d'actualité, je ne sais pas si elle peut faire l'objet d'un débat, mais on s'aperçoit que la physiologie, la discipline est un petit peu en perte de vitesse actuellement. Il y a beaucoup moins d'intitulés, laboratoire avec ses intitulés, ou même de chercheurs qui seraient quand même physiologistes. Je voudrais savoir quelle analyse vous en faites, si vous en faites une analyse, et si vous êtes d'accord avec moi sur ce point de vue. Moi-même étant physiologiste, donc je suis préoccupé. Là, actuellement, nous vivons sous le règne des mots. Il n'y a plus de travailleurs, de balayeurs, il y a des travailleurs du sol. Et maintenant, il n'y a plus de physiologistes systémiques. Il n'y a que des physiologistes cellulaires, moléculaires et autres. Ce qui manque, ce n'est pas tellement la physiologie, elle est présente de partout maintenant. Mais il faut descendre en dessous de l'étude du système, parce que je crois qu'on a beaucoup avancé dans les systèmes vasculaires, équilibre, etc. Et je pense que maintenant, effectivement, la physiologie se situe au stade de la cellule, et même très au fond de la cellule, si je puis dire. Et il y a toujours un prix de physiologie et de médecine, quand même. Vous pouvez être assuré, vous pouvez être compétiteur. Pour compléter en fait la réponse, il y a une deuxième chose qui est assez frappante dans les recherches modernes depuis une vingtaine d'années, c'est le fait que les techniques nouvelles en biologie permettent d'une certaine manière de réactiver le programme de l'ancienne histoire naturelle du XVIIIe siècle. Et en fait, il y a beaucoup de biologistes qui travaillent à construire ce qu'on pourrait appeler des os moléculaires, c'est-à-dire faire un repérage cartographique des entités fondamentales qu'on arrive à découvrir grâce à ces nouvelles structures, grâce à ces nouveaux outils, qui sont effectivement des structures. Et donc, effectivement, même à l'échelle cellulaire et subcellulaire, il y a peut-être temporairement un petit effacement de la physiologie au profit de la description des structures, de leur catalogage et de leur cartographie. Maintenant, effectivement, attention à la tyrannie des mots, et présenter un programme de recherche dans lequel il y a génétique dedans, c'est beaucoup plus porteur que présenter un programme de recherche dans lequel il y a physiologie dedans. L'ANR ne subventionne pas de la même manière le programme de recherche. Oui, il faut savoir quand même que vers le 6, 7, 8 novembre, enfin c'est sur 2 jours,
il va y avoir donc le colloque d'écophysiologie animale organisé par le laboratoire de Pierre Joly, hein, sur donc Darwin et Claude Bernard. Bon, on peut penser que la physiologie n'est pas morte, simplement comme l'a dit notre collègue, l'ANR et l'AERS, enfin non maintenant le HC machin là, nous contraint à nous faufiler avec les bons mots. Et c'est pas pour ça peut-être que, comme la cristallographie en physique, si tu veux. Oui, pour entrer en résonance avec ce que tu disais, la physiologie, à l'époque où j'étais dans un laboratoire qui travaillait avec l'INRAN, on a vu apparaître le terme de physiologie intégrative. Parce qu'on s'est aperçu que les gens travaillaient sur le glomérule rénal, travaillaient sur des nerfs très fins, mais ils avaient oublié la physiologie de l'ensemble. Et en fait, moi j'ai d'ailleurs été très heureux, comme vous-même, parce que j'ai eu des vrais cours de physiologie. On enseignait la physiologie générale. Et aujourd'hui, au niveau pédagogique, donc pour répondre un petit peu à ce que tu disais, et tu es concerné bien sûr, puisqu'on enseigne dans la même maison, en faisant le bilan, on s'est aperçu que les jeunes n'apprenaient plus la physiologie, et il y avait certaines aberrations dans les manuels scolaires ou dans les apprentissages, apprendre par exemple la circulation sanguine sans le cœur, etc., etc. Et moi je discutais avec une collègue qui est professeure agrégée ici à l'université et qui me disait mais finalement ils apprennent plus guère la circulation dans son ensemble, quoi. Donc on descend, c'est ce que disait le professeur Mornex, au niveau moléculaire, au niveau cellulaire. Bon, au niveau de la recherche c'est bien gentil, encore que, mais au niveau de l'enseignement, ça peut se révéler catastrophique. Parce qu'avant de comprendre comment fonctionnent les molécules, il faut quand même savoir comment fonctionne le foie, il faut savoir qu'il y a une sécrétion biliaire, etc. Donc je vais un petit peu dans le sens de mon collègue, et aujourd'hui, et puis je rebondis sur ce que vous disiez, professeur Mornex, aujourd'hui on se gargarise beaucoup de mots, il y a des mots qui sont des mots magiques, les mots moléculaires, les mots biologie moléculaire, bon, que nul n'entre ici s'il n'a fait de la biologie moléculaire. C'est un peu comme ça qu'on pourrait dire. Mais je crois que, bon, on oublie beaucoup, en particulier au niveau de l'enseignement, des choses bon, qui sont, je dirais, tout à fait Claude Bernardiennes, que ce soit la physiologie, ou que ce soit aussi l'autre versant, le versant anatomique, histologique, descriptif des êtres vivants, qui a été aujourd'hui dans l'enseignement des sciences naturelles, de l'histoire naturelle, hein, puisque maintenant on parle de biologie, mais il y a de l'histoire naturelle, qui aujourd'hui manque assez cruellement, je pense. Hein. Donc je vais un petit peu dans le même sens, mais peut-être de manière un peu trop comment dire, ouais, un petit peu trop dure, voilà. Bon, Jean-François. Merci. Y a-t-il une autre question? Alors moi, ce qui m'a frappé dans les trois exposés, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'où viennent les idées, comment naît l'innovation. On sait que quelquefois l'innovation peut venir d'avoir vu un film comme François Jacob, par exemple. Alors Claude Bernard, finalement, c'était les années 50 à 70, pour faire court, et c'est quand même le moment où en physique il va y avoir la révolution, disons, de l'aspect moléculaire et microscopique des choses. Il y a Avogadro qui va trouver son nombre, il y a Boltzmann qui commence à réfléchir, il y a Maxwell qui va pas tarder à faire la théorie cinétique des gaz. Donc est-ce que, à cette époque-là, il y a, disons, une effervescence pour essayer d'observer les choses, non plus de façon macroscopique ou extérieure, mais justement de façon intérieure, qui donnera du reste naissance à statistiques et probabilités. Alors, Claude Bernard le disait lui-même dans l'introduction à la médecine expérimentale, à l'étude de la médecine expérimentale, la méthode scientifique n'enfante rien par elle-même. On peut dire à un scientifique comment vérifier la manière dont il travaille au quotidien pour s'assurer qu'il n'est pas en contradiction avec la nature, mais on ne peut pas lui apprendre à avoir des idées. Et évidemment, c'est ce qu'il appelait le sentiment intérieur, qui est le plus important pour avoir des idées. Alors, pour ce qui concerne Claude Bernard et la manière en général dont la biologie s'est emparée des objets microscopiques tout au long du XIXe siècle, une des grandes sources d'inspiration, c'est ce qu'on appelait à l'époque la naturphilosophie dans le monde de langue allemande. Et en fait, ce sont des gens comme Goethe, par exemple, qui étaient à la fois du côté littéraire et du côté scientifique, quand ces deux domaines n'étaient pas encore nettement séparés, qui ont pensé de manière romantique, hein, puisque c'est ça la naturphilosophie, c'est une pensée romantique du monde, que finalement chaque organismus était décomposable en structures de plus en plus petites, qui vivaient de manière
d'une certaine façon de manière symbiotique à l'intérieur de ce grand tout. Donc en fait, ce sont des idées extrêmement aventureuses, métaphysiques, philosophiques au sens ancien du terme, qui ont été lancées dans ce monde de science de langue allemande au début du 19e siècle, qui vont être une des grandes voies d'accès pour penser l'organisme comme composé de cellules, pour aller chercher des entités plus petites. Donc voilà, ça c'est une grande influence que Claude Bernard reçoit de manière indirecte, à travers des gens comme Virchow par exemple. À travers ses lectures, il lisait l'allemand assez difficilement, mais il lisait l'allemand quand même. Madame Rafalovitch était la fin de sa vie. Et il faut savoir qu'à l'époque, on traduisait énormément d'ouvrages de l'allemand vers le français, et de manière extrêmement rapide, donc avec un décalage de quelques mois, quelques années au plus. Voilà une des sources d'inspiration. Mais bien sûr, ça n'explique pas Claude Bernard. Ça donne simplement l'idée du monde intellectuel dans lequel il est. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'à l'époque de Claude Bernard, il y a d'autres scientifiques, d'autres médecins, alors évidemment pas biologistes, mais disons de personnes qui peuvent se poser les mêmes questions? Parce que Claude Bernard, c'est peut-être le sommet immergé de l'iceberg. Émergé, non, celui qui sort. Je confonds toujours ma droite et ma gauche. Donc, est-ce qu'il y en avait d'autres qui ont travaillé, mais qui n'ont pas réussi à percer comme Claude, par exemple? Je peux ajouter mon petit grain de sel, même si je ne suis pas historien, en me replongeant dans cette histoire de milieu intérieur Claude Bernard, en fait, l'expression milieu intérieur elle-même n'est pas de Claude Bernard. Elle est employée par un de ses amis qui s'appelle Charles Robin, qui est plutôt anatomiste, qui en 1853, dans un ouvrage, dit qu'il faut étudier l'anatomie, non seulement l'anatomie des structures solides, mais aussi des parties liquides. Bon, puis ça reste comme ça. Donc on est en 1853, à la même époque, Claude Bernard utilise plutôt les notions de milieu sanguin, milieu intermédiaire, des choses comme ça. Voilà, et puis finalement, moi, il se raccroche à l'idée. Donc en fait, il y a tout un entourage, il y a la théorie cellulaire du côté germanique qui va filtrer, et puis en arrière-plan, il y a des choses beaucoup plus anciennes qui sont les travaux de micrographie, avec les jolies planches de Fouque, par exemple, c'est le 18e, voilà. Fouque, donc il y a même fin 18e, voilà. Donc il y a un émerveillement de ce qu'on a découvert en regardant au microscope, un émerveillement, donc ça veut dire un point de curiosité, d'accroche, mais finalement c'était pas poursuivi beaucoup plus que du descriptif, des essais de transposition de regard anatomique un petit peu comme ça là-dessus, enfin pour ce que j'en sais. Et Claude Bernard, ça va cristalliser avec aussi des aspects physico-chimiques. À la même époque, vous avez aussi quelqu'un qui est chimiste de formation, qui est Pasteur, qui va vraiment faire aussi toute une série de révolutions. C'est 1860 aussi, la querelle de la génération spontanée chez Pasteur, etc. Donc vous avez des choses qui transitent, il n'est pas tout seul, il y a tout un contexte, et puis un arrière-plan aussi historique de cheminement qui se poursuit. Mais bon, moi, c'est ma façon de voir de philosophe. Je pense qu'il y a des mouvements qui se passent. On ne peut pas dire que parce qu'il prenait son café avec Chevreul ou qu'il discutait avec Berthelot, ça allait influencer, mais c'est ce brassement d'idées. Et ça, je crois que c'est le propre du Collège de France. Ce que je voulais dire, je voulais réagir à deux de vos formules. Il y a la formule sentiment. Alors ça, ça vient souvent sous la plume de Claude Bernard. Et je me suis longtemps interrogé sur ce que ça voulait dire. Et il paraît que c'est Blaise Pascal qui l'utilisait, et Claude Bernard était un lecteur de Blaise Pascal. Et je crois que c'est la traduction, c'est l'intuition probablement. Parce qu'il dit il faut avoir des idées, mais il y a un moment il faut choisir la bonne idée. Et c'est là, et c'est ce qu'il fait dans le fond.
Tu disais pourquoi il y a des découvertes? Parce qu'il y a des types qui ont des idées et puis qui choisissent la mauvaise. Moi, ça m'est arrivé souvent, je dois dire. Mais bon, je ne vais pas vous raconter ma vie. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième mot, alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur la déduction anatomique. Et là, je peux vous donner des exemples frappants. Le plus bel exemple, c'est l'anse de Henle dans la corticale du rein. Le néphron circule, développe dans le rein, puis à un moment donné, le néphron qui est à la corticale, il y a un grand tuyau et ça revient à la corticale. Eh bien, moi, ça m'étourdissait quand j'étais jeune. Je disais, mais pourquoi ça a été fait comme ça? Eh bien, c'est grâce à ça que l'urine est concentrée. Et un autre exemple, c'est la médullo, la cortico-surrénale. Les deux sont des glandes endocrines, sécrètent les hormones, et il apparaît que la formation de l'adrénaline est contrôlée par le cortisol. La dernière chose, c'est entre l'hypophyse et le diencéphale, il y a un système de circulation qui marche à l'envers. Et c'est toute la démarche qui a abouti à constater le contrôle par l'hypothalamus de l'hypophyse. Donc moi je dis au contraire, toutes les fois que vous avez quelque chose qui est étonnant, cherchez à comprendre. Je crois qu'il y a un malentendu. J'ai jamais dit, d'un point de vue scientifique, que la déduction anatomique était arrangée au placard. J'ai simplement dit que Claude Bernard s'opposait, lui, à ce principe méthodologique dans les sciences du vivant au XIXe siècle. Voilà, c'est pas un jugement sur l'histoire des sciences, c'était la répétition de la pensée de Claude Bernard. Voilà, je ne suis pas qualifié, moi, en tant qu'historien, pour avoir un avis sur la déduction anatomique. Ça doit être un objet d'observation qui doit animer une idée de recherche. Voilà ce que je voulais dire. Le seul exemple que je connaisse qui est débile, c'est celui de l'appendice. Je ne sais pas pourquoi, personne n'a jamais expliqué pourquoi ça reste embryologique de l'appendice. Voilà, mais ça, c'est des discussions ésotériques sans intérêt. Juste pour compléter un petit peu cet émerveillement de l'époque, cet émerveillement du microscopique, Jérôme a cité bien entendu Pasteur. Pasteur était chimiste, mais il y avait d'autres microbiologistes, même si le mot n'existait pas, peut-être tout aussi remarquables, et il faut probablement aller chercher un petit peu avant Pasteur des gens qui étaient proches de Magendie, des gens qui étaient proches de Rayet, qui était lui-même proche de Magendie, comme Davenne, qui ont été les moteurs de cet examen microscopique. Et puis il ne faut pas oublier non plus, dans ce bouillonnement, le rôle de la technique. Alors c'est sûr que le microscope a bien enrichi le microscopique. Mais s'il a enrichi le microscopique à cette époque-là, c'est parce que les lentilles devenaient très performantes, il n'y avait plus ces aberrations chromatiques qui perturbaient les observations de Van de Weeneuck, etc., ou celles d'avant, mais sont apparus aussi de nombreux outils modernes. Pasteur n'aurait rien fait jamais de sa vie s'il n'avait pas eu un outil pour regarder la lumière polarisée. Toute la base de la science ou des laboratoires de cette époque repose sur ces outils qui sont vraiment devenus les outils modernes que l'on connaît maintenant. C'était juste une remarque. Non, c'est bien sûr tout à fait pertinent. Le 19e siècle est le moment où les outils technologiques transforment la science de l'intérieur, et on peut reprendre l'expression de Bachelard de phénoménotechnique pour caractériser la manière dont la science produit en fait les phénomènes qu'elle étudie elle-même. Pour autant, il s'est passé quand même quelque chose d'assez curieux en France par rapport au microscope. Le microscope est la condition de possibilité d'une étude de ce qui est invisible à l'œil nu. Pour autant, on a le droit de ne pas vouloir s'en servir. Et finalement, c'est ce qui s'est passé en France pendant quelques années, et notamment sous l'influence de gens comme Auguste Comte, qui pensaient que la bonne science, c'était la science des tissus, l'histologie, et qu'il était inutile et contre-productif d'aller chercher des choses encore plus petites, encore plus élémentaires que les tissus. Et donc on a eu de ce point de vue-là un certain blocage des recherches micrographiques en France à cause d'idées.
à cause de conception. Donc les outils sont à certains moments nécessaires et engendrent du savoir, mais on peut aussi, pour des raisons intellectuelles, philosophiques ou autres, choisir de les refuser. Donc en fait, c'est pas aussi simple que présence d'outils, donc construction de savoir. Il y a la manière dont la pensée s'accommode ou pas de ces nouveaux outils, dont elle s'implique ou pas dans l'utilisation de ces nouveaux outils. Oui, mais alors c'est très intéressant parce que là, ce que vous avez dit tout à l'heure, on est un certain nombre de physiciens dans la salle, nous ne pouvons qu'être contents, puisque la lumière polarisée, le microscope, c'est quand même les études de physique de l'époque qui permettent donc à la biologie, enfin, disons, à la médecine clinique, expérimentale, biologie qui viendra, microbiologie, etc. Hein, donc, merci aux physiciens en passant un petit peu. Non, mais ça, c'était un peu... Ce que je veux dire, c'est que finalement, Claude Bernard, s'il réussit, c'est parce qu'il est transdisciplinaire, ce garçon. Il aurait pu être physicien, finalement. Il est médecin. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le premier médecin scientifique? Bien que ces deux mots soient quelquefois peut-être un peu osés de les associer. Là, je suis un peu provocateur. Oui, je pense effectivement que c'est le premier médecin scientifique. Qu'est-ce que c'est qu'un scientifique? C'est quelqu'un qui établit des lois ou qui respecte les lois. Par rapport aux médecins qui disaient il a de la fièvre, c'est qu'il a eu des humeurs pécantes, etc. Non, exact, c'est le début de la médecine scientifique. Donc le nom de notre université est parfaitement bien choisi. Bien sûr, au contraire. Juste une petite remarque sur cette... Oui. Est-ce le premier médecin scientifique? Ça dépend vraiment de ce qu'on appelle une science. Et en fait, le concept a tellement changé en 2500 ans d'existence pour se restreindre à ça que... Et alors, est-ce qu'on peut dire... pas répondre à la question. Est-ce que c'est le premier médecin philosophe naturel? Encore une autre question, ça. J'en sais rien. Mais bon... C'est assez déroutant. En fait, les critères de scientificité n'ont jamais cessé d'évoluer. Puis on peut même être médecin et faire bâtir tout un raisonnement à partir d'observations, de déductions d'hypothèses dès l'Antiquité. Donc il y a une médecine scientifique bien plus tôt. Mais médecin avec ce type de recherche scientifique, là on peut effectivement dire que Claude Bernard amène un sacré grain de sel quand même dans la chose. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Moi j'aimerais juste amener une précision, c'est que Paul Bert finalement il finit préfet, mais c'est grâce à lui que la faculté mixte de médecine et de pharmacie va être créée à Lyon en 1872, puisque son intervention à l'Assemblée nationale va être décisive pour que... Voilà, oui, c'était la Chambre des députés à l'époque. Voilà. Moi, on va sortir peut-être un petit peu. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'abord que tous les espoirs sont permis aux différents, on ne va pas dire cancres, mais disons ceux qui ne réussissent pas dans le plan licence, hein, parce que Claude Bernard, finalement, monsieur le professeur, vous pouvez nous dire quelques mots sur les difficultés qu'a pu avoir Claude Bernard pour arriver à percer, puisqu'il a échoué. Oui, avant-hier, j'ai fait à l'Académie de médecine un topo sur Claude Bernard, et j'ai commencé en disant que Claude Bernard était un raté. En effet, à 31 ans, Claude Bernard avait échoué à écrire des romans, parce que dans le fond, ce qu'il voulait, c'était écrire des pièces de théâtre. C'était ça sa vocation. Il a échoué là, et après il est allé chez un pharmacien, tout le monde connaît l'histoire, il s'est fait virer. Après ça, il a commencé sa médecine, mais péniblement, parce qu'il n'avait pas le baccalauréat. Il a fallu qu'il passe le baccalauréat, et ça devait être à l'âge de 25 ans. Et il a fallu qu'il le passe 2 fois de suite, et que probablement la deuxième fois, ça a été avec la bienveillance du jury. Et que pour finir sa carrière d'interne des hôpitaux de Paris, il s'est présenté à l'agrégation de médecine et il s'est fait coller. En 1844, il était collé dans toutes les voies qu'il avait essayé d'engager. Donc c'est la chance qu'il a eue, c'est d'avoir des amis.
Et on cite là dans les panneaux le nom de Pelouse. C'est un homme essentiel qui était un biochimiste. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de montrer l'interférence entre les différentes disciplines. Voilà une chose pour l'université, c'est que Pelouse, il était biochimiste et il avait été lancé un peu dans l'industrie à travers les sucres de betterave. Puisqu'à un moment donné, on s'est battu en France pour échapper à la dictature des sucriers d'outre-Atlantique et il y a une culture de betterave très intense qui a été, mais il a fallu doser, etc. Parce que à ce moment-là, on ne savait pas tellement bien doser le sucre dans le sang. Et qu'avant de faire un montage subtil comme le foie lavé, il fallait avoir le dosage de liqueur de Béring qui est arrivé après. Voilà, donc vive l'interdisciplinarité, monsieur le professeur. Merci, oui, bah ça, on en est tous convaincus. Hein. Simplement, il vaut mieux être bon dans une seule discipline si on veut progresser. Donc, tous les espoirs sont permis pour nos étudiants. Hein. S'il y a des étudiants dans la salle, vous voyez, n'ayez pas peur, allez-y, foncez. Il y a une autre chose. Finalement, il y a 3 grands noms hein, pour le béotien que je suis. Il y a un dénommé Darwin, un dénommé Pasteur et un dénommé Claude Bernard. Et Mendel, oui, il a fait les petits pois. C'est les petits pois, Mendel, c'est ça? Ou les haricots, je me souviens. Pardon. C'est l'heure du repas bientôt. Et comment l'interaction entre ces 3? Parce que bon, on va avoir Darwin et Claude Bernard vers le 7-8 novembre. Pasteur, alors Pasteur, c'est Miltané de Claude Bernard. Voilà. Est-ce que vous pourriez en dire plus? Et surtout, comment a été ressenti ce milieu intérieur par cette communauté? Comment Pasteur a réagi? Pasteur, c'est la génération spontanée, donc c'est un peu contre le vitalisme d'une certaine façon. Le milieu intérieur, c'est contre le vitalisme. Comment ça s'enchaîne tout ça? Comment ils discutent? Comment est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'il y a des détracteurs? Est-ce qu'il y a quand on change de paradigme, quand on crée un paradigme comme ça doit quand même secouer le monde scientifique. Bien que le mode scientifique de l'époque n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Je suis d'accord. En fait, je crois qu'ils amènent... Je ne sais pas à quel point ils ont dialogué entre eux. Hein. Par contre, ils donnent, tous les 3, plusieurs pierres qui montrent l'unité du vivant. Par exemple, Claude Bernard, fonction glycogénique du foie, ça veut dire la séparation qu'on pensait avoir établie entre l'animal et puis le végétal, elle ne tient pas. Donc il y a une espèce de famille végétalo-animale. Claude Pasteur, avec son histoire, il n'y a pas de génération spontanée. Donc ça veut dire que tous les êtres vivants viennent d'un ancien être vivant, etc. Enfin, donc il y a une filiation qui est importante. Puis en plus, Pasteur aussi, c'est le découvreur, vraiment dans ses travaux de jeunesse, de la stéréoisomérie. Et du fait que tous les glucoses utilisés chez les êtres vivants sont des glucoses de série D. Et donc il nous dit, mais finalement, il y a quelque chose qu'on retrouve partout. Darwin, unité historique de toute la famille du vivant. Moi, je verrais quelque chose comme ça qui montre que finalement, il y a une science du vivant qui est vraiment en train de se développer, de mûrir à cette époque-là, de changer de stature. À quel point ils ont dialogué entre eux, ça, je laisserai plutôt la parole à l'historien qui est bien plus qualifié que moi pour en juger. Mais il y a une espèce de convergence et puis en termes de vision du vivant qui se transforme complètement. Oui, alors, tout à fait. C'est vrai que le 19e siècle, c'est le moment où concrètement on pense une science unifiée du vivant. Le terme de biologie apparaît au début de ce siècle-là, notamment chez Lamarck, qui avait comme projet de fonder une science du vivant en général. Alors pour ce qui est de Darwin, Claude Bernard et Pasteur, Darwin a un intérêt très faible en fait pour le fonctionnement des êtres vivants. On dit classiquement, surtout après Ernst Mayr, qu'il existe 2 branches fondamentales dans les sciences du vivant, la biologie historique, qui s'intéresse à la manière dont les êtres vivants actuels sont advenus au cours de l'histoire, et la biologie fonctionnelle, qui s'intéresse à la manière dont fonctionnent les structures vivantes actuellement.
et que ces deux branches peuvent, d'une certaine façon, être développées de manière relativement indépendante. Darwin, c'est clairement la biologie historique qui l'intéresse. C'est réinterpréter l'histoire de la nature de manière évolutive. Et c'est à ça que sert l'origine des espèces. Claude Bernard et Pasteur ont lu Darwin d'une certaine façon et ont pris position par rapport à Darwin. Je pense que l'inverse n'est pas vrai. Charles Darwin ne s'est pas intéressé à Claude Bernard et à Louis Pasteur. Il est un peu plus vieux que les deux autres. Darwin est né en 1809, Claude Bernard en 1813 et Pasteur en 1822. Donc Claude Bernard, lui, comme je l'ai présenté tout à l'heure, ne s'intéresse pas à ce qui intéresse Darwin, à l'hérédité. En fait, il prend l'hérédité comme une difficulté épistémologique propre aux êtres vivants. Il aimerait pouvoir justement faire fi de l'hérédité, parce que ça introduit de la variation, et donc ça pose un problème dans l'interprétation des résultats expérimentaux. Donc il essaye au maximum de faire comme s'il n'y avait pas de différence individuelle, et de gommer les effets de l'hérédité. Alors Pasteur, c'est encore autre chose, c'est un savant positiviste au sens fort du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il ne se prononce pas sur des questions qui ne sont pas directement expérimentables. Et donc, au-delà de dire que la génération spontanée n'existe pas, il n'a pas envie de se prononcer sur la possible historicité du vivant. Si maintenant on en vient à Claude Bernard et Pasteur, les deux bien sûr se sont connus. La science française à l'époque, c'est surtout la science parisienne. Pasteur a été auditeur du cours de Claude Bernard. Et les deux ont beaucoup interagi, se sont respectés mutuellement. Claude Bernard était dans la commission de l'Académie des sciences qui a examiné la querelle de génération spontanée. Et donc les deux savants avaient beaucoup d'estime l'un pour l'autre. Pour autant, ils ont une philosophie expérimentale et biologique assez différente. Les deux sont évidemment partisans de l'expérimentation, mais ils la conçoivent d'une manière un peu différente. Claude Bernard aimait se faire surprendre par des faits inattendus et réviser ses positions par rapport à ce que montrait l'expérimentation. Louis Pasteur était quelqu'un de beaucoup plus planificateur dans sa manière de voir les choses. En fait, il réfléchissait très longtemps à un problème et imaginait de manière extrêmement précise et détaillée les protocoles expérimentaux. Et ça a conduit sa carrière à être une marche beaucoup plus régulière vers la connaissance que celle de Claude Bernard, qui est saccadé avec des chemins de traverse qu'il n'avait pas prévus au départ. Et par ailleurs, là où Claude Bernard va développer vraiment des considérations sur ce qu'est le vivant de manière théorique, notamment dans ses derniers ouvrages, Louis Pasteur, lui, chimiste de formation, ne va pas partir dans cette voie-là et va vraiment se cantonner aux données de la science positive, aux données expérimentales et voilà, la construction de protocoles dans cette démarche-là. Donc effectivement, il y a une philosophie générale qui fait que la biologie se construit au XIXe siècle, mais les approches de Darwin, de Bernard et de Pasteur sont extrêmement différentes, voire parfois totalement opposées. Si je puis me permettre, très bonne analyse de la comparaison, enfin de la comparaison. Merci professeur. Non, mais tout simplement, très bonne analyse. Il y avait des relations très étroites et effectivement très chaleureuses. Au moment de la parution de l'introduction, Pasteur a fait un texte d'une dizaine de lignes absolument extraordinaire en faveur de cette affaire. Et puis après, la vie de Pasteur a été difficile parce qu'il était très attaqué. Claude Bernard était un peu attaqué, mais la grande différence, à mon avis, entre Claude Bernard et Pasteur, c'est que Pasteur est un bon garçon, c'était pas un agressif, c'était pas un type qui faisait du chambard quand on lui disait le contraire. Pasteur, au contraire, quand on le critiquait, était un sanguinaire. Il a fait une hémorragie cérébrale, il devait être hyper tendu. Et il traînait les types dans la boue. Le type de Rouen, comment il s'appelait, qui était pour la génération. Hein? Oui, c'est ça. Il l'insultait, enfin, jusqu'à ce que le type vienne presque lui demander pardon. Mais alors, il y a une anecdote intéressante, c'est que sur la fin de sa vie, c'est décalage donc de plusieurs années, Pasteur était tellement attaqué, notamment à l'Académie de médecine, c'est qu'il est venu se plaindre à Claude Bernard,
en disant je sais pas, moi j'en peux plus. Qu'est-ce qui va rester de moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Alors, Claude Bernard le dit, je crois qu'il y a quelque chose qui va apparaître. Vous voyez, il y a monsieur, vous voyez, je ne sais plus le nom, Guyon, qui est interne en d'un service de chirurgie où on s'occupe d'urologie, qui est venu me faire des sondages. Et alors, dans les sondages, avant, on se lavait les mains après avoir sondé. Eh bien, il s'est lavé les mains avant lui. Donc, vous voyez que vos doctrines ont de l'intérêt et des applications pratiques. Voilà. Bien, merci beaucoup. Plus d'autres questions? Donc, effectivement, bon, il y a d'autres questions qui peuvent se poser concernant Claude Bernard, par exemple l'influence des femmes dans la vie de Claude Bernard et dans sa recherche, etc. Mais je pense que toute cette fin de trimestre de l'année 2013 sera consacrée à des conférences encore qui aborderont ces sujets. Et donc je vous engage, si vous voulez mieux connaître Claude Bernard, qui est parfaitement inconnu en France, contrairement à l'étranger, à suivre ces conférences et ces débats. Je vous remercie beaucoup de votre présence et bien sûr, merci alors à la bibliothèque universitaire, à sa directrice, Madame Scheder, qui nous accueille, à Liliane Rapatel et à Florence Gaume qui organisent ces débats du campus avec beaucoup de précision et quelquefois des moments de stress. Merci donc à vous trois et merci à nos trois conférenciers.